Des histoires ahurissantes qui se propagent à la vitesse de l'éclair et qui évoluent jusqu'à ce qu'on ne distingue plus le mythe de la réalité. Dans cet épisode intitulé « Au-delà des apparences », vous allez découvrir que les apparences peuvent parfois se montrer trompeuses. Nous commencerons par l'affaire d'une lycéenne et du terrible secret de son succès. Puis nous irons en Pennsylvanie à la rencontre d'un sauveteur bien singulier. Et pour finir, nous ferons la connaissance d'un critique d'art new-yorkais. Observez bien ces trois récits et tentez d'établir le ou lesquels sont véridiques. Vous saurez à la fin de l'épisode si vous êtes un fin limier. Tout d'abord, voici l'histoire intitulée « Reine du lycée à tout prix ». Tiffany Young est membre de l'équipe de pom-pom girl de son école. Un jour, elle voit arriver une petite nouvelle, Melanie Simons. Elle avait nettement plus de classe et d'allure que les autres filles. Personne n'imaginait alors la terrible vérité. Ça prouve qu'on ne connaît jamais vraiment les gens. Tout commence en 2007. Mélanie vient d'arriver au lycée d'Eden Prairie. Mais c'est une pom-pom girl aguerrie. On était contente de la voir. C'était une excellente gymnaste. Je l'ai choisie dès le départ pour intégrer l'équipe. On n'était pas d'un très haut niveau, on était maladroite. Mélanie tombait très bien. J'appréciais le fait qu'elle soit très mature pour son âge. Très vite, Mélanie exerce ses talents dans d'autres domaines. Elle était irrésistible. Elle s'est mise à draguer le capitaine de l'équipe de foot américain et elle savait s'y prendre. Les exploits de la jeune femme deviennent l'objet de ragots et de jalousie. Certaines filles ont une certaine tendance à s'en prendre facilement aux nouvelles venues, surtout si elles commencent à devenir un peu trop vite populaires ou quand elles sortent du lot. Parmi toutes les rumeurs émises à son égard, l'une s'amplifie de plus en plus. Il se passerait quelque chose d'étrange chez elle. Elle n'invitait jamais personne chez ses parents. On pensait qu'elle avait des problèmes, mais elle refusait toujours d'en parler. On entendait certains bruits de couloir sur sa situation familiale. Ses parents ne répondaient à aucune de nos sollicitations et elle ne parlait jamais de sa famille à qui que ce soit. Soudain, un événement inimaginable se produit. Juste après avoir été nommée reine du lycée, Mélanie se volatilise. Où est Mélanie? Quelqu'un l'a vue? Elle n'était pas venue à l'école depuis une semaine. Je me disais qu'elle devait être malade. Au fil des jours, la rumeur s'intensifie. Et s'il était arrivé quelque chose à la lycéenne? On ne la voyait plus dans l'équipe ni en classe. Au bout de quelque temps, nous avons trouvé ça suspect. La disparition est signalée à la police. Les enquêteurs ne parvenant pas à joindre les parents par téléphone, ils décident d'aller frapper à leur porte. Je lui ai posé quelques questions. Elle s'est montrée hésitante, alors nous sommes entrés. Nous avons eu le sentiment qu'il se passait quelque chose de grave. Soit elle, soit ses parents étaient en danger. Tout était impeccable. La vaisselle était faite, la maison était propre. Mais un détail éveille l'attention des policiers. Où sont les parents? C'est quoi cette porte? Quand je me suis intéressé à la porte du sous-sol, Mélanie est devenue tendue. Elle est verrouillée depuis qu'on a emménagé. Je n'ai même pas la clé. Ouvrez-la ou on la force. Devant cette menace, Mélanie consent à donner la clé du cadenas aux enquêteurs. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Y a rien. Pardon. Je vous assure, y a rien. Merci. Je faisais ce métier depuis plus de 20 ans. Je pensais avoir vu tout ce qu'on pouvait voir. Bonjour. Les policiers sont sidérés. L'adolescente enfermée à la cave nous a dit s'appeler Mélanie. Nous lui avons demandé qui était l'autre jeune femme. Elle a répondu « ma mère ».
La vraie Mélanie s'est inscrite au lycée d'Eden Prairie, mais elle n'y est jamais allée. Sa mère Karen, âgée de 31 ans, a pris sa place dès le premier jour de la rentrée. Il semble qu'elle soit tombée enceinte très jeune et qu'elle n'ait pas pu devenir pom-pom girl comme elle en rêvait. Elle a donc décidé de le faire en se faisant passer pour sa fille. Ayant considéré qu'elle avait réalisé son rêve, elle n'est tout simplement plus revenue à l'école. Et cela a été le début de sa chute. Je n'en reviens pas qu'une femme de 31 ans ait pu se faire passer pour une fille de 17 ans. Sur ça, je dis chapeau. Je n'arrivais pas à le croire. Cette affaire allait rester dans les annales. Pensez-vous qu'une mère a pu voler l'identité de sa fille pour retrouver une adolescence perdue? Vous saurez à la fin de cet épisode si cette histoire est vraie ou fausse. Mais avant, voici de quoi aiguiser vos talents de Sherlock Holmes. Mini-légende numéro 1726, un abri pour la nuit. Jack Shumway et Robert Kerr n'ont pas les moyens de s'offrir une chambre d'hôtel lors du championnat du monde de snowboard à Stratton dans le Vermont. Ils décident de construire un igloo au bord d'un parking et d'y passer la nuit. Malheureusement, durant la nuit, le parking se vide et des tonnes de neige sont déversées par un camion benne à l'emplacement où les deux amis bivouaquent, faisant de leur abri un tombeau glacé. Cette histoire vous semble crédible ou totalement givrée? Qu'on se le dise, c'est vrai. Les deux amis montagnards accomplis ne craignaient pas de passer la nuit dans un igloo. Peut-être auraient-ils dû mieux choisir leur endroit. Oh là! Légendes urbaines soumet à votre intellect 3 récits palpitants. À vous d'établir lesquels sont authentiques et lesquels relèvent du mythe. Nous vous avons présenté l'histoire de Karen Simons, qui a volé l'identité de sa fille pour assouvir son rêve de devenir reine du lycée. Vrai ou faux? Vous l'apprendrez à la fin de l'épisode. Place à notre second récit. Nous l'avons appelé Lulu. Joanne Haltzman est la coqueluche de la maison de retraite de Beaver Falls, en Pennsylvanie. Allez Bella, on y va. Elle sait apprécier les petits plaisirs de la vie. J'ai passé toute ma vie dans cette ville. Je connais et j'apprécie tout le monde ici. Même ses amis les plus proches ont encore du mal à croire l'aventure rocambolesque que Joanne a vécue récemment. J'aurais pu mourir ou devenir un légume. Si j'avais été privée d'oxygène quelques minutes de plus, j'y serais restée. Le plus difficile à croire, c'est le rôle joué par un compagnon partageant la passion de Joanne pour les donuts fourrés. L'histoire commence quelques années plus tôt. Un beau jour, l'époux de Joanne lui offre une truie vietnamienne, Lulu. Elle était laide comme tout, et son harnais rose complétait le tableau. Malgré un physique ingrat, Lulu gagne rapidement le cœur de sa maîtresse. Elles deviennent inséparables. Veux-tu sortir de ce frigo? Joanne remarque que son animal est loin d'être un cochon ordinaire. Elle s'asseyait devant le frigo et elle pleurait. Elle savait allumer la télévision. Elle faisait ses besoins à l'extérieur. Ces animaux sont très intelligents. Mais à cause de leur apparence, les gens croient qu'ils sont idiots. Ce n'est pas du tout le cas. C'est fini, plus de nourriture aujourd'hui. Elle m'adorait et elle restait toujours près de moi. Lulu est un miracle. Par une belle journée d'août 1998, le mari de Joanne s'en va pêcher. Mon mari s'est réveillé à 4 heures du matin et est parti au lac à 12 km de chez nous. Quelques heures plus tard, Joanne est réveillée par une crise cardiaque. J'en avais déjà fait une, je savais que c'était grave. Joanne ne peut pas bouger. Son chien Bear
comprend que quelque chose ne va pas. J'ai appelé à l'aide, mon chien l'a entendu. L'American Eskimo est un chien dressé pour secourir les gens à la montagne. Il s'est assis sur le lit et s'est mis à aboyer. Joanne sait que les minutes sont comptées. Si les secours tardent à venir, elle risque de mourir. Seuls ses deux compagnons entendent ses appels à l'aide. Au secours, aidez-moi. Lulu est bien décidée à sauver sa maîtresse, quitte à risquer sa propre vie. Elle se dirige tout droit vers la route. Mais hélas, personne ne s'arrête. Elle décide de tenter le tout pour attirer l'attention d'un automobiliste. Elle s'étend de tout son long au beau milieu de la route. Je ne sais pas comment elle a eu cette idée. Un conducteur finit par s'arrêter et suit l'animal jusque chez Joanne. Ce jeune homme s'est arrêté. Lulu s'est relevée et elle a fait en sorte qu'il la suive à travers les champs jusque chez moi. Mais elle n'avançait pas très vite. Même quand ils sont jeunes, ces animaux sont lents, presque aussi lents qu'une vieille dame comme moi. Il est peut-être trop tard. Madame, j'ai trouvé votre cochon sur la route. Appelez les secours! Je lui ai dit, je fais une crise cardiaque. Appelez les secours. Aussi incroyable que ça puisse paraître, Lulu a réussi. Les secours arrivent juste à temps. À 20 minutes près, Joanne a frôlé la mort. J'ai fait un infarctus assez important. Si les ambulanciers avaient mis quelques minutes de plus pour arriver, ils n'auraient même pas pu me réanimer. Lulu a accompli l'impensable. Elle a sauvé sa maîtresse. Elle a tout simplement sauvé ma vie. C'était un miracle. La nouvelle fait très vite le tour des rédactions. Lulu devient une star. Mike Fuoco est l'un des journalistes ayant couvert cette histoire. Ça a été le plus gros coup de ma carrière. J'ai écrit beaucoup d'articles, mais celui-là, j'en entends encore parler. Le samedi suivant, nous faisions la une de tous les journaux de la région. Les prouesses de Lulu ont attiré l'attention des médias du monde entier. Les admirateurs se bousculent et offrent à l'incroyable héroïne quantité de gâteries et de gourmandises. Mais au sommet de sa gloire, Lulu trépasse. C'est peut-être à cause des dizaines de hamburgers qui lui ont été offerts. Ironiquement, Lulu est morte d'une crise cardiaque. C'est une fin tragique pour la truie sauveteuse. Joanne perd non seulement celle à qui elle doit la vie, mais aussi sa meilleure amie. Je n'ai toujours pas fait le deuil. Rien ne pourra remplacer ma Lulu. Cette histoire de super cochon vous semble-t-elle crédible ou la trouvez-vous difficile à avaler? Patience, vous devrez attendre la fin de l'épisode pour le savoir. En attendant, voici un nouveau défi. Mini-légende numéro 7771, un quiproquo gênant. Michelle Smith est sous la douche quand quelqu'un sonne à la porte. Elle demande qui est là depuis la salle de bain. L'homme lui répond « C'est Nestor ». Son mari, qui se prénomme Nestor, en avait commandé, mais ne lui en avait pas parlé. Mais Michelle comprend, c'est Nestor, et pense ouvrir à son époux qui aurait oublié sa clé. C'est alors qu'elle tombe nez à nez avec le livreur, bien embarrassé. Alors, est-ce une histoire vraie ou une pure affabulation? Eh bien, c'est faux. Franchement, vous en connaissez beaucoup des types qui s'appellent Nestor, vous? Légendes urbaines soumet 3 récits improbables à votre esprit de déduction. À vous de faire la part des choses. Jusque-là, nous avons étudié le cas de Karen Simons, qui aurait séquestré sa fille pour prendre sa place au lycée.
Et celui de Johan Halsman, sauvé par son cochon vietnamien d'une mort certaine. Vous saurez à la fin de l'épisode si ces histoires sont réelles ou de simples légendes urbaines. Mais auparavant, voici notre troisième récit. Nous l'avons intitulé « Pas si posthume ». Edward Nadlin est un critique d'art new-yorkais parmi les plus respectés. L'un de ceux qui peuvent faire et défaire la carrière d'un peintre. Je me suis forgé une solide réputation en révélant au grand public des artistes jusque-là méconnus. L'un des exemples les plus frappants est celui d'un certain A.G. Knight, dont l'œuvre a immédiatement frappé le critique. Tout commence à New York en 1980. J'ai vu quelques-unes de ses toiles dans une galerie. J'ai tout de suite compris qu'il avait un énorme potentiel et qu'il lui fallait des encouragements. Il avait du talent. Mais A.G. peine à se faire une place dans l'univers artistique. Edward semble être le seul à croire en lui. Il se disait que son travail ne serait jamais apprécié à la mesure de ses souhaits, et il s'est enfoncé dans une profonde désillusion. En février 1981, A.G. se fait emporter par le tourbillon de la dépression. Malheureusement, il s'est suicidé juste avant que sa notoriété ne décolle. Mais avant de mourir, le peintre fait une ultime requête. Dans une lettre, il me demande de remiser quelques-unes de ses toiles et de les présenter au public dans 20 ans. Edward respecte la dernière volonté de son protégé, si étrange soit-elle. « 20 ans plus tard, il tient parole et inaugure une exposition montrant les fameuses toiles du peintre défunt. Le grand public porte souvent un intérêt morbide à venir observer une exposition posthume. Et le fait qu'un artiste soit mort et ne puisse plus produire de peinture entraîne automatiquement une augmentation de la valeur de ses œuvres. Afin de promouvoir l'événement, Edward écrit une critique dans un quotidien réputé. Cette exposition a connu un succès bien plus important que celle organisée de son vivant, sans doute grâce à l'appui de mon article. Toutes les toiles trouvent preneur. Les ventes s'élèvent à plus d'1 million de dollars. Merci beaucoup. J'étais très heureux, dans la mesure où c'est moi qui ai promu cet artiste et qui ai remarqué son talent. A.G. Knight devient en un instant une véritable star. Il y a eu de nombreux articles. Des équipes de télévision venaient filmer les réactions enthousiastes de tous ceux qui avaient approché une de ces toiles, de près ou de loin. Mais pour un homme, le doute subsiste. Ulysse Gutiérrez, peintre et auteur, trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Pour moi, ces toiles ne méritaient pas un tel engouement. Leur qualité n'était pas si flagrante. Ulysse se lance alors à la recherche du mystérieux A.G. Knight. J'ai cherché partout. J'ai interrogé des dizaines de gens. Personne n'avait jamais rencontré cet homme. Mais tout le monde pouvait parler de son travail. Il n'y avait tout simplement aucune trace de son existence. Il se tourne alors vers la seule personne qui peut faire toute la lumière sur cette affaire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Aucun élément ne permet d'indiquer qu'A.G. Knight a ne serait-ce qu'existé. Ulysse expose sa théorie à Edward. Le peintre aurait utilisé un pseudonyme pour cacher quelque chose qui pourrait être lié à son suicide. Il s'est mis à rire. Ulysse ne voit pas ce qu'il y a de drôle, mais il va très vite comprendre. C'est à cet instant-là que j'ai réalisé que c'était lui qui avait peint ces toiles. C'est vrai, je suis A.G. Knight.
Je suis loin d'être un grand artiste. Je barbouille des toiles pour passer le temps, c'est tout. Mais je voulais montrer à tout le monde que l'art peut parfois être une vulgaire supercherie. Il a cherché à se moquer de l'univers artistique en mettant sur pied ce canular. Avec l'autorisation d'Edward, Ulysse révèle les faits au grand jour. Et j'ai écrit un long article. C'était exactement ce qu'il voulait. Allô? Bien sûr que c'est un AG Knight. La nouvelle fait l'effet d'une bombe et de nombreux acheteurs se sentent floués. Certains acquéreurs n'ont pas apprécié la blague et ont porté plainte pour escroquerie. Mais Edward Nadlin a réussi à démontrer que cette manipulation faisait partie de son processus artistique. Et il a bénéficié d'un non-lieu. Dans le monde en ébullition de l'art moderne, avec un peu de persuasion, tout peut passer pour un chef-d'œuvre. Personne n'a jamais pu prouver qu'il s'agissait d'une escroquerie, puisque ça reste de l'art. Que pensez-vous de cette histoire? Est-elle authentique ou non? Il est temps de vous révéler la vérité sur nos 3 récits rocambolesques. Tout d'abord, celui de Karen Simons, la mère ayant pris la place de sa fille pour devenir reine du lycée. Alors, vrai ou faux? Cette histoire ferait un excellent scénario, mais désolé. C'est faux. Quelque chose de similaire s'est produit dans le Wisconsin en 2008. Une femme de 33 ans s'est inscrite dans un club de pom-pom girl, mais elle s'est ravisée avant la rentrée des classes. Passons à l'histoire de ce cochon ayant sauvé sa maîtresse d'une crise cardiaque avant d'y succomber lui-même. Réalité ou fiction? Je m'appelle Joe Altsman et cette histoire est vraie. Lulu m'a bien sauvé la vie. L'animal a même été invité dans de nombreuses émissions de télévision. Voyons maintenant notre 3e affaire, celle de la fausse exposition posthume fomentée par un critique d'art désabusé. Vrai ou faux? Je travaille dans le milieu de l'art, mais cette histoire est totalement fausse. Je ne m'appelle pas Edward Nadlin. Il s'agit en effet d'une pure fiction. Mais la supercherie dans le domaine de l'art n'est pas un phénomène nouveau. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez réussi à relever le défi et que vous avez su discerner les faits de la fiction. Si ce n'est pas le cas, pas de panique. Vous pourrez toujours vous rattraper en regardant le prochain numéro de Légendes urbaines.